Vol vers l'inconnu. C'est le nom du bouquin qu'on a retrouvé sur le gamin. Sombre histoire qui commence à 7 heures ce matin quand j'ai reçu un appel de la police. C'est rare que ces PNQ fassent appel à un privé comme moi. Je perds pas de temps. Je prends mon appareil photo et mon paquet de Lucky et direction la scène de crime. 5 minutes plus tard, je remonte la 16e avenue à bord d'un taxi conduit par un certain Pravan Srinivas. C'est du moins ce qu'indique sa licence. Il me dépose au croisement de la 11e et de la 2e à un bloc de la fosse. Je lui laisse un généreux pourboire en claquant la porte du taxi. Remonte sur mes oreilles le col de mon manteau. Il fait froid, voire même glacial en ce mois de décembre. Je franchis les quelques mètres qui me séparent de la fosse et déjà les devantures des boutiques annoncent la proximité de cette zone qui n'existe pour aucun politicard, ni aucun philanthrope, où personne ne s'y arrête, personne n'y travaille et où pourtant y vivent plus de 15 000 sans-abri, ce qui doit pas moins représenter 90% de la population SDF de la ville. Je m'y engouffre, bien obligé, avec les règles habituelles que je me suis fixées. Pas de personne, juste j'avance en sachant où je vais. Si je m'arrête ou jette un œil, je pourrais voir quelque chose que je ne veux pas, ou pire, que je n'aurais pas dû voir. Et là, le couteau dans la carotide est vite arrivé. On oublie trop souvent que l'appellation coupe-gorge a une origine. Quand on sait où on va, c'est différent. Ici aussi, il y a des clans, des castes, des hiérarchies, et personne ne voudrait commettre d'impair. Le temps d'y réfléchir, je suis déjà devant la porte bleue, cette imposante porte en métal dont la peinture s'effiloche par endroits. Enfin, donc, cette porte bleue. Pour quitter l'insécurité de la rue et me réfugier dans le théâtre. Je suis arrivé en premier. Nul visiteur, nul comédien. Je m'avance pour présenter mon ticket. Le terme de vieille chouette a été, je pense, conçu spécifiquement pour la personne qui me le prend des mains, sans la moindre politesse, se contentant de me regarder d'un air suspicieux par-dessus ses lunettes carrées. Je ne peux pas m'empêcher de murmurer « vieille pique » au moment de m'éloigner, ce qu'elle entend, bien évidemment. « Trop aimable » l'entends-je grincer dans mon dos. Je la laisse dire et passe les portes battantes, donnant sur la salle proprement dite. Je m'arrête, pensant qu'une ouvreuse viendrait peut-être me chercher pour me conduire à ma place, à l'un de ces fauteuils en faux cuir rouge qui avaient connu des jours meilleurs. Ce n'est pas le cas, et je regarde le talon de mon ticket. Aucun numéro de place n'est spécifié. Je repère une sortie de secours, proche de la Seine, côté jardin. Je descends les marches et parcours l'allée pour m'installer à l'une des places les plus proches de cette sortie. Je jette un coup d'œil vers les portes battantes. Apparemment, personne ne m'a suivi. Je respire, puis jette un coup d'œil à la Seine, qu'aucun rideau rouge ne dissimule. Je n'y vois aucun décor, et comme ça l'accessoire, une grosse boule translucide, comme celle des diseuses de Bonaventure, posée sur un guéridon. Sans savoir pourquoi, j'ai du mal à détacher mon regard de cette boule. L'impression inexplicable qu'elle veut me montrer quelque chose que je n'ai pas envie de voir. Je secoue la tête. C'est ridicule. Pourtant, elle m'appelle. Dans ce vieux cinéma décrépit, vestige d'un âge révolu, cette sphère cristalline qui trône au centre de la scène me subjugue, littéralement. C'est dément. M'entends-je dire à haute voix? Le silence rompu au son de mes propres mots, je réalise soudain l'absurde situation. Je regarde mon ticket. Non, rien de plus. Je reste plantée là, attendant je ne sais quoi. Une bohémienne va-t-elle faire son apparition? La boule va-t-elle se mettre à bouger ou quoi? Quelque chose? Allons, ce n'est pas sérieux. Je regarde derrière moi et la salle est toujours vide. Personne ne m'a suivi. Donc, mon soulagement s'efface rapidement dans cette salle désespérément vide. Ne pouvant plus, je quitte mon siège et monte sur la scène. La boule se met à pulser. Tout à coup, je m'effondre. Enfin, mon corps s'effondre. Moi, je reste debout, face à cette sphère, en train d'émettre de manière régulière des ondes remplissant la pièce et me traversant de part en part. Me retournant, je vois mon corps immobile au sol. Qu'est-ce qui se passe dans ce cinéma? Me dis-je en reculant de quelque part, horrifié par cette vision de mort. Je heurte le piédestal et la sphère tombe au sol dans un vacarme grandissant. Une voix s'écrie. Qui va là? Je vois une silhouette en uniforme s'approcher de moi. Enfin, de mon corps inanimé en face de moi. J'essaie de lui parler, mais il ne semble pas m'entendre. Il secoue mon corps, mais je ne ressens rien. La sphère à mes pieds continue d'émettre ses pulsations. Je la saisis, je sens son énergie se déverser en moi. Elle me submerge totalement. Je me sens partir. Le cinéma disparaît sous mes yeux. Pendant un instant, tout n'est plus que pure lumière. Puis j'arrive enfin à distinguer quelque chose. Je plisse les yeux, un peu groggy. Un clignotement rouge à côté de moi attire mon regard. Mais il me faut un moment pour m'habituer à la lumière du jour qui traverse les stores de la fenêtre de mon studio. J'ai un mal de tête de lendemain cuite terrible et pas les idées claires, et ce foutu réveil matin n'arrange rien. Je donne un grand coup dessus pour arrêter son vacarme. Je viens tout juste de retrouver un peu de tranquillité quand le téléphone se met à sonner. Il est 7 heures. C'est un peu tôt pour un client. Je décroche, c'est la police. Une histoire sordide. Un gamin retrouvé mort. Le flic dans le combiné me dit qu'ils ont rien trouvé comme indice, à part un truc étrange. Un bouquin qui avait le gamin sur lui. Vol vers l'inconnu. L'astre gris. 5, 4, 3, 2, 1.
0. Undriel actionna le levier. Aussitôt, un grondement sourd se fit entendre, tandis que la pression de l'immense chaudière à vapeur se transmettait au réacteur thaumaturgique. Un jet de flamme magique jaillit alors, et les occupants de la fusée se sentirent écrasés contre leur siège. Jamais, de sa longue vie d'elfe, le capitaine Undriel n'avait ressenti une telle douleur. Cette impression que sa tête était sur le point d'exploser. Mais, si elle ressentait cette douleur, c'est que elle, et les autres membres d'équipage issus des différentes races de la Terre, étaient en vie, et donc, pour la première fois de l'histoire, en route vers la Lune. Undriel hurlait ses ordres. La jeune capitaine Elfe et son équipage issu des différentes races de la Terre suivaient ses instructions à la lettre. Délester les accélérateurs de gaz. Vérifier la pression. Contrôler l'assiette de virée. Oui, tu parles. Bougonnait Troun, le nain. Je sais ce que j'ai à faire. La chaudière hurlait et la tuyauterie rougissait. Troun s'inquiétait. La pression, trop forte. Les rivets tiendront pas. D'un bond, il s'empara de sa clé à molette et s'activa avec frénésie dans l'angoisse que les veines qui alimentent le moteur thaumaturgique ne cèdent pas. Plus haut, Undriel, tendu, admirait l'extrême précision du nain, respirant ses moindres gestes. De son habileté pouvait dépendre leur vie à tous. La poursuite de ce voyage fou vers la Lune. L'instant crucial semblait avoir mis le temps en suspens. S'extirper de l'atmosphère mettait la fusée à rude épreuve. Soudain, tout devint calme, comme un flottement. Réussi! Au sourire crispé du nain succéda un « Hurrah !» général de l'équipage. La première épreuve franchie, les regards se tournèrent vers ce nouvel horizon. Travers les hublots, ils pouvaient voir un paysage jamais vu de mémoire d'elfes. Ils redécouvrirent leur ciel, qu'ils avaient connu si bleu, devenu plus noir que l'obsidienne. Au loin, les étoiles étaient toujours aussi petites que vues du haut du mont d'Orne, tout comme le soleil d'ailleurs. Derrière eux, leur monde devient petit à petit une sphère bleue où ils ne reviendront peut-être jamais. Devant eux, leur objectif, un monde gris que nul n'a jamais foulé. Undriel s'adressa à son équipage. « Ce n'est pas le moment de rêvasser. Ces 4 jours vont se passer plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. » Tout à coup, sans aucune raison, la capitaine se mit à léviter. Puis vient le tour de Tro, puis de Sin. En quelques secondes, tout l'équipage se retrouve flottant dans l'habitacle. Une chose était sûre, cette anomalie n'était pas magique. Un vent de panique traversa l'équipage. Undriel fut le premier à réagir. Ses réflexes d'elfe le firent se cramponner à son siège alors qu'il commençait à flotter. Se sentant partir à la dérive, Sin essaya de se stabiliser avec un sort de vol et parvint à rattraper Tro. L'angoisse de la surprise passée, ils se demandèrent si cela était normal et quelle autre surprise leur réservait ce voyage jusqu'à cet astre gris. C'est à ce moment précis qu'ils prirent conscience qu'ils volaient dans l'inconnu. L'extraordinaire embarcation fila dans l'obscurité de par-delà le ciel. Telle une étoile filante que rien n'arrête, même pas les plus puissants et admirables sorciers, se dit Sin, maintenant son sortilège de lévitation pour que Tro reste en place. Et Undriel implora discrètement tous les dieux elfiques, s'accrochant désespérément à son siège. L'astre gris grossissait de plus en plus au fur et à mesure qu'il fonçait vers lui. L'atterrissage est imminent. Le vaisseau déploya ses ailes prismatiques et les virmes de mana s'agitèrent au sommet des hunes dans une danse ritualisée. Sin maintint la focalisation sur le cristal surchargé et des arcs électriques dansèrent sur le pont supérieur, suivant les glyphes gravés qui s'allumèrent une à une. Une ultime pulsation de cristal et la cale du navire, dans un souffle sourd qui souleva une poussière cendreuse, s'arrêta à quelques centimètres du sol. Ils avaient atterri. Ils étaient saufs. Autour d'eux s'étendait jusqu'à l'horizon le désert des épreuves de l'astre gris. L'endroit était presque indescriptible. Ce n'était pas que c'était gris ou terne, c'était une absence de couleur.
le sol, la poussière, le sable, le ciel. Tout avait été comme vidé de son essence. L'endroit portait bien son nom. L'équipage quitta le navire pour aller affronter les épreuves que l'endroit leur avait préparées. Même Sin, pourtant épuisée, suivit le groupe. La brise emmena avec elle une odeur âcre, mélange de poussière et de putréfaction. C'était sur cette île aux allures chaotiques, l'odeur âcre empestant nos narines, que nous poursuivions notre périple. Sin était à la traîne. Il ne prenait même plus la peine de masquer son état de fatigue extrême. La cendre la suit. Toute notre vision était maculée de nuances de gris, alors que nous poursuivions sur cette île volcanique. Nous n'aurions jamais cru dire ça un jour, mais la réalité, c'est que le confort relatif du bateau nous manquait. Vraiment. Enfin, bref, toujours est-il que nous étions presque arrivés. La dernière épreuve, et pas des moindres, nous attendait. Nous levâmes alors les yeux en direction du sommet du volcan actif, alors que le goût de soufre présent dans l'air nous intoxiquait la bouche. Nous reprîmes notre progression. Plus haut. Encore plus haut. La fatigue. L'air saturé de vapeurs âcres qui nous brûlait la gorge et les yeux. Le sol traître qui menaçait de s'ébouler à chacun de nos pas et qui dissimulait, çà et là, une faille émettant à intervalles irréguliers un jet de vapeur à la chaleur mortelle. Mais il nous fallait continuer. Lorsque Sin tomba, épuisé, nous le soulevâmes par les épaules et l'entraînâmes avec nous. Nous finirions tous, ou aucun d'entre nous. Puis Sin reprit conscience et put recommencer à marcher. Petit à petit, nous nous sentîmes tous plus légers, moins incommodés par les vapeurs de soufre. Une vague de bien-être et de douce tranquillité nous envahissait. C'était la fin de l'épreuve. Nous arrivions au sommet. La pierre noire était là. Sans avoir besoin de parler, ni même de se regarder, à l'unisson, nous prîmes une dernière grande inspiration, puis touchâmes ensemble la pierre noire d'un même geste, et disparûmes de cette galaxie, pour réapparaître ailleurs. Le ciel était si vaste, notre voyage ne faisait que commencer. Et voilà, il sonne. Une fois de plus, comme tous les jours, mon réveil me réveille. Mais pas autant que mon café. Cependant, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Mon dernier jour ici, dans ce monde fait de masques, de faux semblants, de souffrance et de suprématie. Demain matin, je me réveillerai dans un nouveau monde. Un monde familier, mais que je pourrai explorer pendant les 30 prochaines années, avant une fois de plus de me réveiller dans un autre monde. Encore cette journée à faire, et je laisse tout ça derrière moi. Depuis le temps que je fais ces cycles, j'ai pris mes petites habitudes. M'offrir le meilleur repas que je peux m'offrir, avec seulement les mets les plus fins. Profiter de toutes ces formes d'art que je ne reverrai jamais plus. Et surtout, remettre à leur place les personnes qui le méritent, histoire de partir la tête haute. De toute façon, demain, je serai ailleurs. Pour la plupart de ces personnes sans valeur, pas la peine de se prendre la tête. Un appel visio bourré de condescendance fera l'affaire. Pour les autres, je vais bien organiser les choses. Je pense surtout à ce resto hyper chic dans lequel j'ai mes entrées. Un appel et c'est réglé pour ce soir. Je commence à préparer ma valise, puis moi, puis mon sac à main, avec un peu d'appréhension. Je déteste les adieux, et pourtant, j'en fais tout le temps. Il me faut un verre. Tous les adieux seront plus simples avec une vodka martini. Je quitte la chambre, non sans vérifier une dernière fois la tenue de mon eyeliner, et claque la porte en laissant derrière moi la valise. On verra cela plus tard. Le couloir est désert. Une ampoule grésille 3 portes plus loin. Ça sent un peu la cigarette. Arrivé devant les portes de l'ascenseur, je presse le bouton d'appel. Quelques secondes s'égrènent. L'ascenseur arrive, avec lui un groom en habit rouge. Mon Dieu que ça fait vieillot. La musique de l'appareil est aussi récente que l'habit de l'employé de l'hôtel. Toujours l'odeur de cigarette.
Je sors de l'endroit exigu sans traîner et me dirige vers le bar. Je m'assieds, regarde le serveur et demande sans tarder ma vodka martini. Une nouvelle effluve de tabac m'assaillit. Je saisis mon verre et me retourne. Je porte donc ce verre de vodka martini à mes lèvres. Il a été fait au shaker, pas à la cuillère. Évidemment. Je ne bois pas, mais hume les effluves d'alcool afin de préserver mon nez de la forte odeur de tabac de Rebecca. Car oui, elle est là. Elle vient de passer devant moi, ou plutôt derrière moi. J'ai toujours trouvé ça curieux qu'une voleuse de sa trempe accepte d'avoir en permanence cette odeur caractéristique qui lui colle à la peau. Elle ne m'a pas vu. Tant mieux. C'est maintenant l'heure de la chasse. Je ferme les yeux et respire profondément, en quête d'une autre odeur. Plus forte que celle du vodka martini shaker pas cuillère. Plus forte même que l'odeur de l'immonde tabac que Rebecca s'obstine à fumer. L'odeur de l'argent. Un imbécile a décrété un jour que l'argent n'avait pas d'odeur. Et techniquement, il avait sans doute raison. Mais en pratique, c'est des conneries. Il en a une. Une sacrée odeur même. Le parfum hors de prix. Le cuir du fauteuil figé sous sa coupe de cigares et de produits d'entretien ésotérique. Le sang parfois. Tout ça mélangé. Lorsque j'arrive de l'autre côté de la salle, tout ce beau monde a toujours la même odeur persistante. Mais de l'argent, il y en a un peu moins. La couronne ne me paie pas assez. Et j'ai envie de puer, moi aussi, de temps en temps. Bien sûr, ce n'était pas le but, juste un bonus. Le but, c'était de repérer parmi toutes ces poches la seule suffisamment bien gardée pour que même moi ait du mal à y accéder, la seule susceptible de contenir le colis. Un type ne payant pas de mine, à côté d'un plateau de petits fours. Et Rebecca, quelques mètres derrière, prête à fondre sur sa proie qu'elle a évidemment repérée aussi. Ça va se jouer au finish. Je bondis et prends l'initiative. Je me dirige droit vers ma cible, m'empare d'une coupe au passage, et parcours les quelques mètres qui me séparent de lui. Du coin de l'œil, j'ai repéré Rebecca qui a le même but que moi. J'ai un meilleur timing. Je trébuche, sciemment bien sûr. Le garde s'interpose et me rejette, ce qui laisse une ouverture à Rebecca, qui s'empare du colis de ses mains expertes. Ce remue-ménage vite éludé, je rattrape Rebecca, qui tente de prendre la fuite au milieu de la piste de danse. C'est maintenant que ça va se jouer. D'un pas svelte, je l'enlace et la fais tourner. Surprise, elle s'exclame. Toute l'attention est sur nous. Bien. Je plonge mes yeux dans son regard azur, mes mains sur ses courbes exquises et sur ses hanches. Nos cœurs s'affolent. J'effleure son corps au rythme de la musique et notre danse est fluide et sensuelle. Dans ce cloaque, suant les plus vils péchés, nous sommes une fresque de beauté. Aux dernières notes, je la plante là, par une révérence, au centre de la piste. Aux applaudissements spontanés de la foule, elle goûte à son heure de gloire. Je m'éclipse. Le colis est dans ma poche. Je descends les escaliers, 4 par 4, la laissant derrière moi. J'arrive au rez-de-chaussée de ce palace, essoufflé, mais en vie, et le colis dans la poche. Je sors et tends le bras au premier taxi, qu'un homme de mauvais goût me vole. Le suivant ne prend même pas la peine de s'arrêter. Et le suivant était réservé. Je regarde derrière moi, ne voyant personne. Soudain, une voiture s'arrête devant moi. Sa porte s'ouvre, laissant apparaître Rebecca, sa magnifique robe de soirée. Dans sa main, le colis. Au bout des lèvres, ce sourire espiègle que j'effacerai ce soir. Et voilà, il sonne. Une fois de plus, comme tous les jours, mon réveil me réveille. Mais pas autant que mon café. Cependant, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Mon premier jour ici, dans ce monde sans masque, sans faux semblant. Blotti dans mes bras, une femme que j'aime, qui m'aime, avec qui j'espère pouvoir passer les 30 prochaines années, et les 30 suivantes peut-être, dans ce monde si familier, et pourtant si différent. Il ne me reste plus beaucoup de temps, j'espère qu'il m'en reste assez. J'y étais presque la dernière fois. Allez, il m'en faut juste assez pour faire un dernier saut. Ils sont déjà en train de tambouriner à la porte. Dans une minute, ils vont l'enfoncer. 2 partiront à droite, et le 3e viendra droit sur moi. Depuis le temps, je sais parfaitement comment le gérer. La porte cède, c'est parti. J'espère qu'il y en aura assez, juste assez. La porte vole en éclats. Je ne veux pas être à la porte. Je ne veux pas voler en éclats. Je dois sauter. La dernière fois, j'ai failli voler en éclats. J'entends leurs pas derrière moi et je sais qu'ils voient l'éclat de mon vol. Je ne veux pas voler en éclats. Cette fois, tout va bien se passer. Je m'apprête à sauter. J'ai besoin d'un peu de temps, juste assez pour respirer. Je dois sauter, mais je ne sais pas voler. Je ne suis qu'un voleur. Toujours être en mouvement, ressentir la moindre vibration et bouger avec elle. Si je m'arrête, s'il me voit, c'est la fin.
Il me traque. Ses pupilles balayent la pièce dans une danse chorégraphiée. Ce doit être un novice. La danse de ses iris est tellement prévisible. Droite, gauche, rotation circulaire, haut, bas. Il ne le sait pas, mais pour l'instant, son regard ne s'est pas posé sur le plafond. Je suis là, au-dessus de sa tête. Une erreur de sa part et je prendrai mon envol. Je le regarde pendant encore quelques secondes. Il se retourne encore, en amorçant même un mouvement pour partir. C'est le moment, en espérant qu'il ne change pas de pattern subitement. Je m'engouffre par la seule fenêtre à mon niveau. Dans ma précipitation, je fais une erreur de débutant. L'encablure de la fenêtre a déchiré un bout de mes vêtements. Il est novice, mais pas stupide. Il a sûrement entendu le tissu craquer. Je n'ose pas me retourner. Pour l'instant, je fonce dans le vide, me tenant prêt à déployer mes ailes pour prendre mon envol. Quel idiot, tout était pourtant parfaitement millimétré. Le gardien est un vrai débutant, sa ronde est toujours la même, tout se passe comme sur des roulettes et voilà que je fais cette erreur stupide. Je m'en veux terriblement. Mais l'heure n'est plus au camouflage. Non, maintenant, il faut courir, vite, sortir, car il est armé et moi non. J'ai toujours détesté les armes, mais là, je me dis que ça aurait pu être utile pour lui faire peur. Je cours comme un dératé et réagis à l'instinct à chaque croisement. Puis enfin, ça y est, l'air libre. Je peux enfin déployer mes ailes pour m'échapper, libre comme l'air. Je dévale l'escalier devant le bâtiment pour me donner de l'élan et je me propulse. Je bats frénétiquement des ailes pour m'élever au-dessus du sol sous le regard médusé des passants. Derrière, j'entends les hurlements du gardien. Je ne distingue pas les mots à cause du déplacement d'air, mais en revanche, je distingue clairement les coups de feu. L'adrénaline me submerge, mon regard se fixe sur une fenêtre ouverte de l'autre côté de la rue. Je file en ligne droite vers elle. Je tends irrationnellement les bras, comme si cela me permettait de l'atteindre plus vite. 5 mètres, 4 mètres, bouffée d'espoir, 3 mètres, 2 mètres. Choc soudain à l'épaule. Mon cerveau se fiche sous l'effet d'une décharge de douleur et de désespoir. Si proche, presque au bout des doigts. Je m'agrippe au bord de la fenêtre. Ça glisse. Un élan et le reste de mon corps se plaque contre le mur. Les tirs fusent et les impacts viennent se figer au-dessus de ma tête pendant que j'essaie vainement de ralentir ma chute. J'entends à peine le gardien hurler depuis l'immeuble derrière. Je bats frénétiquement des bras. Une corniche. Mes bras me font souffrir le martyre. J'encaisse. Hurlement de rage et d'espoir, et je me hisse. Enfin de l'autre côté. Je reprends mon souffle. Pas le temps de tergiverser. Je reprends ma course. Je repense à ce saut tout en dévalant les escaliers. J'y étais presque. Un coup d'œil derrière moi dans le hall. Pas suivi. Le prochain. Oui, le prochain, j'y arriverai. Malgré les blessures, l'adrénaline me submerge toujours. Je sors de l'immeuble en pleine heure de pointe. Je reprends ma fuite. Je tourne à droite, traversant la grande avenue le plus vite possible. Je jette un dernier regard derrière moi. Ils sortent de l'immeuble où j'étais il y a un instant. Comment ont-ils fait pour me rattraper ? Je croise son regard. M'a-t-il reconnu ? Je me fonds dans la foule et je presse le pas. Petit à petit, je sens quelque chose couler le long de ma hanche gauche, ainsi qu'une douleur croissante. Ça colle, ça coule, ça tâche. Maintenant que l'adrénaline redescend, je me rends compte que l'un de mes poursuivants sait mieux se servir d'une arme à feu que les autres. Je jette un œil derrière moi. Ma vue se trouble. Je n'arrive plus à distinguer quoi que ce soit. Tant pis pour mes poursuivants, ma blessure est trop grave. Je ne vais pas pouvoir continuer beaucoup plus longtemps. J'ai juste besoin de faire un dernier saut et je serai tiré d'affaire. Il faut que j'aille une planque. Il y en a une non loin d'ici. J'entre dans la ruelle en espérant les avoir perdus dans la foule. J'ai perdu trop de sang, ma tête tourne, et je n'arrive pratiquement plus à respirer. J'essaie de rassembler mes dernières forces, j'y suis presque. Mon corps me lâche, il faut que je m'assoie. Juste quelques instants, il ne me reste plus beaucoup de temps. Le Zéphyr fixait les étoiles. Comme subjugué par leur innombrable clarté, leur infinie beauté, perdu dans sa contemplation, il soupira. Lui qui ne pouvait s'envoler si haut, lui qui n'était ni un ouragan, ni une tempête ou une tornade défiant l'altitude et les hautes montagnes, son cœur était empli de tristesse. Pourtant, au royaume des vents, se murmurait qu'une légende. Si un cœur était assez pur pour être élevé par les vents, unissant à celui-ci, ne faisant alors qu'un, ensemble ils pouvaient franchir toute limite et même toucher les étoiles. Les vents parlent puis oublient. Mais Zéphyr, son rêve à son cœur dépendant, n'oublie pas. Filant à travers la lande, il part en quête de cet être qui pourra lui permettre de parler au firmament. Fendant l'air, Zéphyr traversa le continent d'Ouest. Volant par-delà les plaines et les collines, les lacs et les monts, il erra sous un ciel éclairé de 1001 feux follets. Après avoir exploré durant un âge ce monde qu'il ne connaissait que trop bien, sans avoir pu réaliser son rêve, il vit une faible lueur écrasée par les premiers rayons du soleil. Une flamme mourante se tenait devant lui. Bien que l'étincelle de sa vie fût sur le point de s'éteindre, Zéphyr décida que son heure n'était pas encore venue. Seule une douce brise peut raviver une flamme sur le point de s'éteindre. Il amorça sa descente, faisant de grandes spirales en suivant les courants d'air chaud. Zéphyr n'était plus qu'à quelques mètres de la curieuse source de lumière, mais il n'était toujours pas en mesure de distinguer de quoi il s'agissait. Bien sûr, quand il était encore jeune,
il aurait sans problème pu dire de quoi il s'agissait dès qu'il l'eût aperçu. Mais maintenant qu'il était sur sa faim, ses yeux l'abandonnaient. Il se posa finalement à proximité. Zéphyr étira lentement et péniblement ses grandes ailes qu'il chérissait tant de l'avoir emmené si loin durant sa longue vie migratoire. Ses yeux fatigués clignèrent brièvement alors qu'il s'approchait de la lumière. Il tourna la tête de côté afin d'observer d'un œil ce qui se présentait à lui. Un œuf doré, irradiant d'une lueur chaleureuse, était posé là, dans une crevasse suffisamment grande pour le contenir. Car ce n'était pas un petit œuf de perdrix, c'était une énorme coquille étincelante, où Zéphyr lui-même pourrait se lever. Zéphyr s'approcha de l'œuf. La coquille vibrait et pulsait au rythme d'une douce lumière fauve. Un frisson ardent lui remonta le long de la colonne, jusqu'à faire s'agiter le bout de ses ailes. Sans savoir quel instinct le poussait à faire cela, il l'enserra de ses bras dans une étreinte sincère. Son cœur s'accorda avec la vibration, son souffle se synchronisa avec les pulsations de la matrice, et en cet instant, il sentit que sa place était ici, en ces lieux, et il en était heureux. Une larme perla sur la joue et vint s'écraser sur la surface irisée de l'œuf, qui prit des nuances cuivrées. À l'endroit où la perle cristalline était tombée, un bourgeon feuillu était apparu, et la coquille dans ses environs commença à se craqueler. Zéphyr resta là, à observer cet être naître sous ses yeux. La coquille fut percée par un bec brun, les pattes avant finirent d'ouvrir une ouverture pour la tête. Un petit rugissement aigu vint comme pour annoncer au monde qu'il était là. Le petit griffon était né. Son plumage et sa robe offraient des teintes vertes et cuivrées. Les yeux de la petite bête se posèrent sur celui qui le portait. Leurs yeux se croisèrent. Un lien était maintenant établi entre ces deux êtres. Mais il fallait encore lui trouver un nom. Comme nous ne savions pas comment l'appeler, nous nous sommes mis à l'observer. Le jeune griffon, à peine né, semblait très fougueux, presque agressif. De lui dégageait une certaine fureur. Fureur, en voilà un nom sympathique. C'était donc décidé. Bon courage à celui qui allait devoir dresser un tel animal. C'était maintenant l'heure de s'y mettre. Du courage, nous nous en donnâmes mutuellement, car il nous apparut très vite que cette tâche nous incombait à tous. Et c'est ainsi que Fureur débuta sa vie de jeune griffon, entouré de maladresse, mais aussi d'amour et de bienveillance. Car même si son tempérament tête brûlée nous faisait parfois la vie dure, nous l'aimions profondément. Tout animal qu'il était, il s'en rendait compte et il nous le rendait. Ce lien fort avec un même être nous rapprocha, et quelques années plus tard, nous fûmes tous présents pour ce moment important que nous n'aurions raté pour rien au monde. S'il avait déjà volté, il était temps pour Fureur de s'élancer et d'effectuer son tout premier grand vol. Fureur, mu par un irrésistible attrait de se mesurer au vent, de braver les cieux, se propulsa et laissa derrière lui la terre ferme. Il ne la retrouva jamais vraiment. Sa vie était devenue un état permanent en suspens, à jouer des courants aériens, de plus en plus loin, toujours plus longtemps. Oh, si vous aviez pu le voir voler, léger comme un alizé, ou fort comme le vent du nord, ou fondant sur ses proies tel le grain blanc, majestueux. Quelle force pouvait donc le pousser si haut, encore et encore? Aux hauteurs incommensurables, on le perdait parfois de vue. Aux grands cieux perdus, on aurait pu le croire capable de converser avec la lune. À trop vouloir, l'on se brûle les ailes, dit-on. Et ce jour ne fut pas connu. Son corps gisant à flanc de montagne ne fut retrouvé que bien tard, sans doute terrassé par une tempête, un ouragan. Refoulé du domaine des dieux, peut-être. Zéphyr pleure. Interdit de pouvoir voyager au firmament, d'y approcher les étoiles, il pleure son infinie tristesse, car à son rêve brisé s'ajoute sa lancinante douleur de la perte de Fureur. Sa moitié, à jamais perdue. Au royaume des vents, il n'existe plus aucune complainte, seulement l'éternel souffle de Zéphyr. Ce matin-là, c'était le grand matin. Les vents n'étaient pas particulièrement forts, mais ils suffiraient. Tania réveilla Sébastien, son ami d'enfance, sans ménagement. « Debout !» Sébastien ronchonna mais se leva, lui aussi excité par ce grand voyage. Leur navire était prêt. Ce n'était pas le grand luxe, mais il avait le mérite d'être piloté avec eux seuls. Après un rapide petit déjeuner, ils hissèrent les voiles solaires. Les moteurs s'activèrent. Tania s'écriait « Ça marche !» Leur petit navire, baptisé tout simplement Atlas, décolla. Il avança vers la falaise et plongea. Les voiles rayonnèrent et l'Atlas se redressa. Ils quittèrent l'île flottante où leurs parents s'étaient écrasés jadis dans l'espoir de retrouver la civilisation. Voilà 6 jours. 6 fichus longs jours que Tania et Sébastien avaient hissé les voiles. Les particules lumineuses les alimentaient toujours, au moins leur moyen de locomotion semblait tenir la route. C'était déjà ça. Le reste, par contre,
Ils remontaient la piste de leurs parents comme ils le pouvaient, essayant de glaner des indices par-ci par-là. Le crash avait eu lieu il y a des années, et trouver des traces exploitables était un vrai défi. Quand soudain, un affleurement pointe à l'horizon. Sa forme ne laisse aucun doute, il n'est pas naturel. Enfin une trace de civilisation. Cela faisait bien longtemps que cela n'était pas arrivé. Sébastien anticipait une découverte majeure. Des gens vivaient là-bas qui avaient peut-être rencontré leurs parents. Mieux encore, leurs parents bien vivants au sein de cette communauté depuis toutes ces années. Tania le tempérait. Ce qu'il voyait au loin était trop régulier pour ne pas avoir été fabriqué, certes. Bâtiments, gros monuments, difficile à dire. Ils étaient encore loin et l'aube était encore timide. La lumière résiduelle qui nimbait les voiles de leur vaisseau leur permettait de voyager même de nuit sans l'alimentation des rayons du soleil. Bâtiments, grands monuments, difficile à dire. Ils étaient encore loin et l'aube était encore timide. La lumière résiduelle qui nimbait les voiles de leur vaisseau leur permettait de voyager même de nuit sans l'alimentation des rayons du soleil, leur permettait d'y voir à bord presque comme en plein jour, mais n'éclairait les alentours que sur une faible distance. Quoi qu'il en soit, rien n'indiquait que ça soit habité, ni même que ça a été habité un jour. Tania n'espérait qu'une seule chose, que ce ne soit pas l'épave de leur vaisseau. C'était pourtant bien ce qu'ils cherchaient, mais elle n'était pas prête. Sébastien et Tania sortirent de leur vaisseau, vérifiant une dernière fois que les voiles étaient intactes et la coque non altérée par leur voyage. Une lumière bleu pâle, veilleuse rassurante, projetait une lumière diaphane à travers les hublots. Tout était en ordre. À l'extérieur, une brise légère vint rafraîchir leur visage dans l'aube naissante. Un profond soupir, à l'unisson, et ils engagèrent le pas vers les bâtisses qu'ils avaient repérées au loin. Sébastien était plein d'entrain, avide de curiosité. Tania, sur la réserve, cachait tant bien que mal son angoisse. Ils parcoururent les quelques lieues qui les séparaient de leur site d'atterrissage, puis firent halte à quelques encablures des bâtiments. L'architecture était surprenante, mi-organique, mi-métallique. À n'en pas douter, l'ensemble avait été réalisé à partir de l'épave d'un vaisseau. Tania appréhendait de se retrouver nez à nez avec ses parents. Elle sursauta, s'accrocha au bras de Sébastien. « Quelqu'un vient !» lança-t-elle. Alors qu'il lui plaquait la main sur la bouche, il l'entraîna dans le premier buisson. Ils se baissèrent afin d'échapper à la vue de l'homme à la démarche lourde. Il était grand, vêtu d'un amoncellement de métal et de peau de bête inconnue. Son visage était couvert de cicatrices cachées sous ses longs cheveux noirs. Les transperçant tels le soleil, ses yeux jaunes semblables à ceux des lynx étaient à l'affût. Les mêmes que Tania. Sa dernière croisa le regard de Sébastien. Il ne faisait aucun doute que cet homme était de sa famille. Mais ils ne furent pas assez rapides ou bien l'homme était trop habitué à la traque. Poussant un cri de rage, il se dirigea droit sur eux. Malgré la carrure imposante de l'homme, poussé par le désespoir, Sébastien abandonna Tania et se jeta sur son agresseur. Ce dernier saisit Sébastien par la gorge, le souleva à bout de bras et le projeta violemment au sol. Alors qu'il se faisait ruer de coups de pied, Tania restait figée. Elle ne pouvait détacher ses grands yeux jaunes de l'affrontement entre Sébastien et son frère. De désespoir, Tania se laissa tomber à genoux. Devant elle, son frère saisit de nouveau Sébastien par le cou et le souleva lentement. Le visage de son ami était déformé par les coups de pied qu'il venait de recevoir. Mais Tania eut juste le temps de voir Sébastien lui faire un bref sourire avant que le chasseur sorte son couteau et éventre dans la longueur le pauvre homme, avant de le laisser tomber comme une loque. Tania voulut hurler, mais aucun son ne parvint à sortir de sa bouche. Seuls ses yeux jaunes exprimaient tout l'effroi et la douleur dont elle était victime. Le cœur ou le sang, le monde autour de Tania n'était que brouillard et son âme était noyée par le chagrin. Sous ses yeux, son frère, celui avec lequel elle avait partagé sa première chasse, celui qui lui avait appris les pièges et la traque, celui avec lequel elle avait affronté les blizzards hivernaux, venait d'ôter la vie à celui qu'elle aimait. Elle n'en prenait conscience que maintenant, en cet instant. Son cœur se déchirait tandis que la vie quittait Sébastien dans une grimace figée. Son sourire, son regard, ce tic nerveux qu'il avait toujours lorsqu'une idée lui traversait la tête, tout cela s'envolait avec son dernier souffle. Le poing de Tania se referma dans une crispation pleine de rage sur la garde de son épée, et le fer blanc fut mis au clair. Tania se rua sur son frère. Ses larmes, comme sa rage, se déversaient dans ce combat. Son frère dominait. L'issue de l'affrontement semblait déjà déterminée, et pourtant la jeune femme avait un plan. Lui riait de voir sa sœur en si mauvaise posture. Il la pensait aveuglée par la colère. Mais elle n'avait jamais vu aussi clair qu'à ce moment précis. Elle avait guidé le combat pour se retrouver là où restait l'arme de Sébastien. D'un mouvement de pied, elle fit voler l'arme, déconcentrant son frère pendant une seconde. La seconde. Tania enfonça la lame de son épée dans la gorge de son opposant, aussi surpris que meurtri. Il déglutit quelque chose d'inaudible auquel Tania ne prêta pas attention. Elle avait gagné son combat, et avec lui la fortune et les entreprises de la famille. Elle vendit tout, après les obsèques organisées pour son bien-aimé. Avec l'argent, elle se construisit un navire incroyable qui la porterait dans les airs à jamais. Elle reprit les courants aériens, toute voile solaire dehors,
pour découvrir tous les mystères du monde, presque seul, avec son équipage et son nouveau navire, baptisé Sébas. Il faisait chaud cet après-midi-là. Le sommeil assommait de ses rayons d'acier la garrigue qui s'étalait en contrebas du Bahut. Les serpents sifflaient sous les rocailles blanches, le thym et la sarriette exhalaient leur odeur sèche, et la bande des virevents au grand complet s'était réunie à l'ombre du grand chêne. Même la belle Isabelle était là. Oui, elle était là, elle aussi, me regardant de ses grands yeux clairs, tandis que je me tenais au bord du vide. J'avais les tempes qui pulsaient, mes mains étaient moites. Une goutte de sueur perla le long de ma nuque, et je me mis à prier en secret qu'elle ne vît rien de mon émoi, du moins qu'elle ne s'imagine pas qu'il était la résultante d'une peur incontrôlée de ce que je m'apprêtais à faire. Je vérifiai une dernière fois l'attache du harnais qui me scindait le torse. Posai un ultime regard sur ses lèvres roses qui esquissaient un haut bouleversé, puis faisant face au vide, déployai les ailes d'Icare et fis un pas en avant. Mon épreuve commençait. Je tombai. Inexorablement, j'avais l'impression d'attirer le sol à moi. J'aurais pu crier si je n'avais pas le souffle coupé. Et là, je la ressentis, cette sensation étrange qui me parcourait le dos. Les ailes artificielles, le harnais, jusqu'à mes os. J'orientais les ailes d'une simple pensée et m'engouffrais dans un courant aérien. Je volais. Enfin, je planais pour l'instant. La suite serait infiniment plus dure, mais au moins j'avais réussi une partie du test. Planer, c'était un bon premier pas. Au moins je ne tombais plus, c'était déjà ça. Mais profiter des courants ascendants n'était pas suffisant pour valider cette épreuve. Maintenant, il fallait voler pour de vrai. Je me concentrais pour essayer de faire battre les ailes du harnais. Quel désastre! Je m'étais emmêlé les pinceaux, si bien que les ailes mécaniques s'étaient entrechoquées. Un bref regard en arrière confirmait ce que je craignais. Dans mon effort, je les avais tordus. Quel imbécile! Impossible de planer à nouveau, et le sol se rapprochait à nouveau dangereusement. Mais il était hors de question que cela se termine ainsi. L'épreuve, ma vie, je maîtriserai l'une et conserverai l'autre, c'était une certitude. D'un mouvement désespéré, je lançai les bras en avant pour que de nouveau les tiges métalliques servant de support à mes ailes s'entrechoquent, dans l'espoir de les tordre dans l'autre sens, et ainsi leur faire prendre leur forme originale. Je les cognai frénétiquement l'une contre l'autre en m'efforçant de ne pas regarder en bas. Mais d'autres observaient ma chute, et j'entendis un hurlement. Par réflexe, j'étendis aussitôt les bras, priant pour que le harnais soit à peu près opérationnel. Je sentis l'étoile de mes ailes mécaniques se gonfler aussitôt, me permettant de planer de nouveau. J'osais enfin regarder vers le bas. J'étais passé à quelques mètres de la catastrophe. Mais je n'étais pas tiré d'affaire. Il me fallait remonter, et pour cela, il me fallait arriver, non plus à planer simplement, mais enfin à voler. Bon, faisons le point sur la situation. Mes ailes mécaniques, malgré les chocs, sont encore capables de me porter et restent opérationnelles. Mon harnais tient bon, et les filins et les tiges articulées me permettent de me diriger. Dieu merci, j'ai pu réagir assez vite et contrôler ma chute. Je plane, c'est déjà pas mal, certes. Maintenant, prendre mon envol, j'agite les bras et tords mon corps d'avant en arrière. Non, non, plus fluide, plus souple. Là, voilà, plus souple, le vent. Prends le sens du vent, oui, comme ça. La toile se gonfle. Oh mon Dieu, ça marche! J'en pleure. Ça marche! Je m'envole. Ah! Ah! Même l'oiseau se joint à moi. Quelle sensation! Il m'invite à le suivre? Chiffre! Plus haut! Allez plus haut! Un effort encore. Oh! Mais où m'emmènes-tu, l'oiseau? Qu'importe, je vole. Pour l'amour de Dieu, je vole. Regarde le monde qui est en bas. Oh! Je distingue à peine l'atelier où cette machine a vu le jour. Voilà l'effet que tant d'autres ont recherché. d'Icare à Léonard de Vinci. Nul n'a réussi à mettre au point ses ailes mécaniques, mais ils avaient raison. L'homme peut quitter le sol et vivre parmi les oiseaux. C'est un rêve vieux comme les pyramides que je réalise aujourd'hui. Cependant, la fatigue commence à me gagner. De tels mouvements sont très durs à maintenir sur une longue période. J'ai réussi à m'envoler. Mais comment vais-je bien pouvoir atterrir? Gardant cela à l'esprit, j'ouvre l'œil et cherche un terrain dégagé. Chaque muscle de mon corps me fait souffrir, mais je m'en fiche. Je vis pleinement ce moment. Peut-être pour la première fois de ma vie, je ne suis que dans l'instant présent. Je prends pleinement conscience de l'attraction de la gravité, ressens chaque mouvement subtil du vent, redécouvre avec émerveillement le monde dans une nouvelle perspective. Une bourrasque me ramène à la réalité, il me faut atterrir. Je sens le vent se lever, et si je ne réagis pas vite, il m'emportera. Je tente une manœuvre en spirale pour contrôler la descente, mais les bourrasques me font faire des bonds brutaux avant que je puisse retrouver le contrôle. Cela me prend un certain temps avant de n'être qu'à quelques mètres du sol, mais je ne regrette pas d'être restée prudente. Je me penche en arrière, mes muscles se contractent instinctivement, mes jambes s'élancent en avant, 3, 2, 1, je touche enfin le sol. Une brève course, et me revoilà enfin sur notre bonne vieille terre. La garrigue a pris une couleur mordorée, le ciel se teinte de nuances violettes vers l'est, et une douce brise agite les lavandes.
Le ciel répond à la terre, et l'espace d'un instant, ils ne font qu'un. Au-dessus de ma tête, les martinets poussent leurs cris stridents. Je fais sauter la boucle de mon harnais, et mes ailes tombent au sol. L'épreuve est terminée. Mes yeux suivent la danse qui se fait plusieurs mètres au-dessus de moi, et je me laisse tomber dans les graminées, et croisant les mains sous ma tête, me mets à rêver. Isabelle, as-tu vu? 31 janvier 2020, 23h50. Je suis impatient et anxieux aussi. Jamais je n'aurais cru monter dans un tel engin de toute ma vie. Et pourtant, me voici, attendant l'heure fatidique pour appuyer sur le gros bouton rouge du tableau de bord. C'est tellement cliché, le bouton rouge. Et aussi fort à propos. Les minutes défilent, stressé, j'éponge une goutte de sueur sur mon front. 31 décembre 2020, 23h59. Je jette un dernier regard sur la terre dévastée et nauséabonde que je m'apprête à laisser définitivement, je pense, derrière moi. 1er janvier 2022, minuit 00, 1 seconde. J'appuie sur le bouton. Ça y est, c'est parti. Au revoir. Ah, et bonne année aussi. Avec des gestes rendus lourds par l'accélération, je saisis une bouteille que j'avais calée au sol, près de la console de pilotage. Récupérée dans les gravats d'une épicerie. Un miracle que personne ne l'ait piqué avant. Un signe peut-être. Du champagne. Sur le caillou ravagé qui était encore mon monde une minute plus tôt, c'est ce qu'on buvait au Nouvel An. Moi, ça ne m'a jamais tenté. Moi et mes potes, avec le peu d'argent qu'on avait, on se payait plutôt du shit. Mes potes. Je lève la bouteille, lance un faible. Salut les gars, la fin de 2020, c'était bien pourri, aussi vous n'avez pas raté grand-chose. Puis j'ingurgite une bonne lampée pour dissoudre le nœud qui commence à élire domicile au fond de ma gorge. Je manque de tout recracher. Infect. Et pas très efficace. Dans l'habitacle de pilotage, je jette par la fenêtre ce champagne éventé et infect. Seul, je rumine mes souvenirs passés. Mes potes, nos nuits de défonce, nos conversations sans queue ni tête à refaire le monde dans un instant d'hilarité en plein trip, le pétard dans la bouche. Nos pires prédictions n'étaient rien face au spectacle de désolation qui se profile devant moi. À travers la baie vitrée, là dehors, le monde n'est plus. Enfin si, il ne reste que les ruines de notre arrogance. Je pousse la machine à fond, la sensation d'accélération me fait du bien. Oubliez. Merde, je décélère. Tire à fond sur le manche en pivotant dans les palefreniers. La machine obtempère dans une complainte de tôle et de crissement strident. Ça passe. Je stabilise. Doucement pour soulager la machine. Mon unique moyen de survie. Je fais demi-tour. Un immeuble encore debout. Incroyable. Il se dresse devant moi. Le doute, l'angoisse m'envahit. Une insatiable curiosité aussi. J'atterris non loin de ce géant de béton et d'acier, venu d'un autre âge. Sa peau, brûlée par le soleil, était recouverte sur plusieurs mètres par des ronces et des lierres. Du haut de ces 50 mètres, ce sont des centaines d'années qui me contemplaient. Et dire que l'humanité a réussi, grâce à un assemblage de briques et de brocs, à construire de tels bâtiments. Ce n'est rien face aux 3 flèches d'argent, mais nous parlons d'une époque que les anciens peinent à se rappeler. Ces portes, autrefois alimentées par une énergie oubliée et désuète, restaient définitivement closes. Cependant, les vitres sont faciles à briser, et d'un coup de crosse, elles s'effondrent. Me voici dans un territoire inconnu, et sûrement plus effrayant que l'extérieur. Mais quelque chose m'appelle au sein de cet immeuble. Je pénètre à l'intérieur, brisant le verre, de ce qui fut sûrement autrefois une porte coulissante. Le lieu était froid et sombre, comme si ceux qui avaient bâti cet immeuble ignoraient que le soleil offre de la lumière et de la chaleur. Malgré tout, il fallait bien avouer que la construction avait résisté aux outrages du temps. Je gravis les marches avec prudence, en regardant avec attention tout autour de moi. Il ne faudrait pas que je passe à côté de ce qui m'a fait venir ici. À mesure que je gravissais les escaliers, mes yeux s'habituaient à l'obscurité. L'air glacial, quant à lui, avait fini de traverser mes vêtements et attaquait à présent ma peau pour me ronger mes os. Je furetais à chaque étage, afin de trouver ce que j'étais venu chercher, tendant l'oreille pour savoir si ce lieu a été réellement abandonné. Il semblerait. Me voilà arrivé dans un couloir, en face de moi se trouve la porte, je lis 7H. L'appartement 7H, peut-être que c'est ça. Un plop, plop, cristallin résonnait à l'étage, quelque part au loin. Le 7H sur la porte qui me faisait face devait être autrefois rutilant. Aujourd'hui, il portait les traces d'une oxydation verdâtre bulbeuse. Je frappais. La sonnette, sur le côté, était, semble-t-il, depuis bien longtemps hors service. Un fil dénué pendait mollement sous une étiquette écrite à la main, où l'on pouvait lire « Jan Dixon, médium ». J'attendis quelques instants, puis un froissement de tissu et le bruit sourd de talons sur la moquette se firent entendre de l'autre côté. La porte s'ouvrit et une femme au brushing impeccable dans un tailleur blanc immaculé, ongles manucurés, lèvres carmin, douce odeur de bergamote se dessina dans l'encadrement. Je la regardai de haut en bas. Impolie certes, mais ma surprise avait pris le pas sur mes bonnes manières. Elle me demanda ce que je voulais. Cela me fit reprendre mes esprits. Je répondais alors un mot. Elle est où, Jan ?» La femme rigolait un grand coup et m'attrapa le bras. Elle m'entraîna à l'intérieur de l'appartement.
C'était plus grand que ce à quoi je m'attendais. Elle me poussa dans une des chambres en me disant de ne pas m'inquiéter, que Jeanne allait arriver. Je m'assis alors dans une petite chaise en bois et paille qui était là, et j'attendis. 31 décembre 2020, 23h50. Cela fait presque un an que je suis parti, à quelques minutes près. Cela fait presque un an que j'ai quitté la terre dévastée qui me servait de pays pour aspirer à une vie meilleure ailleurs. Cela fait presque un an que j'avais commencé cette aventure passionnante qui m'a trimballé d'un endroit à l'autre. Et tout ça pourquoi? Terminer dans une chambre en attendant une femme rencontrée en cours de route, Jeanne. J'espère qu'elle viendra. 31 décembre 2022, 23h59. Mais que fait-elle? Ces minutes sont longues, interminables même. 1er janvier 2023, minuit 00, 1 seconde. Elle est entrée sans frapper, un sourire aux lèvres, je suis soulagé. Finalement, ce changement de vie, c'est pas mal. Ah, et bonne année.